Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique. Donc comme nous l'avions dit, nous allons appliquer ce que nous avons vu à une expérience qui est pratiquée réellement, une expérience concrète. On dispose d'une source S de neutrons. Alors, qu'est-ce que les neutrons? Mais ce sont des particules qui sont dans le noyau, comme les protons. Nous n'en avons pas encore parlé, nous aurons l'occasion de le faire avec la physique nucléaire ou la physique des particules. Mais peu importe, ici, ce qui compte, c'est qu'on a des particules sans charge électrique, les neutrons sont neutres, qui sont envoyés sur une cible, en fait un cristal, C, et ces neutrons heurtent les noyaux et sont diffusés. On place alors un détecteur selon un angle déterminé pour capter les neutrons diffusés. Regardons le cristal d'un peu plus près. Il est formé de nombreux atomes, des noyaux, en très grand nombre, typiquement de l'ordre du nombre d'Avogadro, et on va le noter N, et on numérote chaque atome, 1, 2, 3, 4, un atome typique étant l'atome I. Quelle est l'amplitude de diffusion du neutron par, disons, l'atome I? Eh bien, c'est l'amplitude pour aller de la source jusqu'à l'atome I, puis de l'atome jusqu'au détecteur, plus l'amplitude de diffusion, donc la possibilité que le neutron soit effectivement diffusé par cet atome. Notons le A. Ce type d'expérience se fait typiquement à faible énergie, donc avec des neutrons dithermiques d'ailleurs, de faible énergie, qui ne vont pas beaucoup perturber le noyau. En fait, le noyau va être légèrement choqué, revenir à sa place, il ne va pas être chassé du cristal, il ne va pas se briser ou absorber le neutron. Le neutron est simplement dévié, l'atome reste tel qu'il est. Ce qui veut dire que quand on détecte le neutron, il est impossible de dire quel atome a réellement diffusé le neutron. Le cristal est inchangé après l'expérience, n'importe quel atome a pu diffuser le neutron. On a donc un très grand nombre de voies possibles, N, pour la diffusion. C'est typiquement comme dans une interférence de Young, où on a deux fentes, sauf qu'ici on a N atomes, N chemins par lequel le neutron a pu être diffusé. Donc pour avoir l'amplitude totale de détecter un neutron, on doit faire la somme sur tous les atomes I, de 1 jusqu'à N, qu'on note comme ceci. Somme de I égale 1 jusqu'à N de toutes les amplitudes de diffusion par chaque atome. Comme pour l'expérience de Young, sauf qu'au lieu d'avoir deux termes, on en a un très grand nombre. Alors, les amplitudes ici sont différentes pour chaque atome, mais les atomes étant très proches les uns des autres, les amplitudes ne sont pas très différentes. Essentiellement, ce qui change, c'est leur phase. Leur phase change un tout petit peu, et quand on fait la somme d'un très grand nombre de termes avec des petites phases très proches, on a énormément d'interférences destructrices. C'est un phénomène qu'on rencontre aussi typiquement dans l'analyse des cristaux par rayon X, que l'on peut analyser par la théorie ondulatoire classique, ou dans des différences de diffusion par des réseaux, un peu une amélioration des prismes, où la lumière est diffusée par un grand nombre de raies d'une plaque, et on a énormément d'interférences destructrices, avec juste quelques interférences constructrices pour certains angles. Donc, si on trace un graphique du nombre de neutrons que l'on va compter, selon l'angle de mesure, on obtient des pics
assez étroit de comptage des neutrons. Les angles pour lesquels il y a des interférences constructrices, le calcul, que nous ne sommes pas encore en mesure de faire ici, et je ne vous donnerai sans doute pas assez d'outils mathématiques pour pouvoir le faire, les angles pour lesquels il y a interférences constructrices dépendent de l'organisation des atomes dans le cristal. Ils peuvent être arrangés selon différentes structures, carrées ou plutôt cubiques, comme ici, ou hexagonales ou autres. Et dans ce cas-là, les diffusions sont différentes. C'est donc une technique simple et pratique pour analyser les cristaux, en particulier des cristaux très opaques à la lumière, pour lesquels il est très difficile de faire ce genre d'analyse. On peut même en avoir un cristal assez gros, ou un morceau de métal, les métaux, ou une structure cristalline. Pourtant, ce n'est pas toujours ce qui est observé. Pour beaucoup de substances, on obtient ceci, mais dans certains cas, on obtient un résultat différent. Pour ça, il faut que je parle d'une propriété des particules que nous n'avons pas encore vue, que nous verrons plus en profondeur, appelée le spin. Alors, le spin, c'est une propriété de rotation comme une petite toupie, comme si la particule tournait sur elle-même. Alors, cette propriété est quantique, quantifiée, et selon un axe de référence, les neutrons ont la propriété d'avoir un spin qui est soit vers le haut, si on prend une direction verticale, soit vers le bas. Ce qui est différent d'une toupie, une toupie pouvant s'orienter un peu dans tous les sens. Pour le neutron, dans un objet quantique, c'est un peu plus simple, nous verrons ça bien sûr. Et dans certaines substances, les noyaux ont aussi cette propriété. Certains n'ont pas de spin, on obtient ceci. Pour d'autres substances, il y a un spin. Et ils ont également ceci. Alors, lors de la diffusion, de la collision du neutron avec le noyau, les spins peuvent changer sous le choc. Mais il y a une propriété de conservation, c'est la conservation du moment angulaire, analogue à la conservation de l'énergie, analogue à la conservation de l'impulsion totale. Le moment angulaire total est conservé. Donc si un neutron up, donc vers le haut, heurte un atome dont le spin est dirigé vers le bas, lors du choc, ça peut rester inchangé, ou les spins peuvent s'échanger. Le neutron se retrouve avec un spin vers le bas, et l'atome se retrouve avec un spin vers le haut. Et il n'y a pas d'autre possibilité, parce que le total de la rotation, le total du moment angulaire, doit rester inchangé. Il y a donc deux possibilités de diffusion. Sans échange des spins, ou avec échange des spins. Alors, étudions ce qui se passe dans ce cas-là. Donc, première possibilité, le neutron est diffusé par l'atome I, sans retournement des spins. L'atome reste inchangé, son spin reste inchangé. Dans ce cas-là, et on dira que l'amplitude que ça se produise est A. Regardez la même lettre que tout à l'heure. Donc on obtient une amplitude tout à fait analogue. Et comme rien n'a changé dans l'atome, rien n'a changé dans le cristal, on doit faire la somme de toutes les amplitudes. On obtient le même résultat qu'avant, avec une somme qui va donner quelque chose comme ça. Mais il y a l'autre possibilité. Il se peut que les deux spins s'échangent. Disons que l'amplitude que ça se produise est B. Dans ce cas-là, il y a un changement dans le cristal. Le spin d'un atome s'est renversé. Et ça, c'est quelque chose dont nous avons parlé, puisqu'on peut distinguer
les voies par lesquelles se produit la diffusion, on doit additionner les probabilités et non pas les amplitudes. Parce que chaque diffusion avec un retournement de spin laisse une trace. On peut donc savoir quel atome a diffusé le neutron. Il suffit de voir si le spin a changé. Alors, même pas besoin de vérifier, hein. Ça ne dépend pas. La nature ne se préoccupe pas de savoir si vous avez vérifié ou si vous observez les spins des atomes. Les lois physiques qui décrivent le comportement du système ne dépendent pas du bon vouloir de l'observation de l'expérimentateur. Donc, chaque diffusion par un atome peut être distinguée dans le résultat final. Et donc, on doit faire les sommes des probabilités. Donc, la probabilité, c'est le carré de l'amplitude. Et on fait la somme sur tous les atomes. Donc, il y a une grosse différence avec cette somme-ci. C'est que, ici, on élève au carré, on a une probabilité, c'est un nombre positif. Probabilité, c'est un nombre compris entre 0, aucune chance, et 100%, ou 1, chance absolue. Donc, on fait une somme uniquement de nombres positifs, donc là, il n'y aura pas d'interférence destructrice. C'est une simple somme de nombres positifs. Et typiquement, en fonction de l'angle θ, ça donne une courbe comme ceci. La diffusion a d'autant plus de chances de se produire en déviant très peu le neutron et peu de chances de se produire avec un angle de diffusion très important. C'est ce qui est observé. Et les deux se produisent. On a des diffusions sans retournement du spin et des diffusions avec retournement de spin. Donc on doit faire, là on prend la probabilité totale de l'ensemble, de toute la somme des amplitudes, on additionne à ça, et on obtient typiquement un graphique où l'on a la somme des deux. Donc on a les pics plus une espèce de bruit de fond. Et c'est ce qui est effectivement observé avec certaines substances. Donc voilà une application tout à fait pratique et qui marche de ce que nous avons vu avec les amplitudes. C'est donc du concret. Cette expérience est fréquemment pratiquée pour analyser des matériaux dans l'industrie, par exemple. C'est très fréquent dans l'industrie pour analyser la qualité d'acier, par exemple, de certains aciers spéciaux. On sait quel signal doit donner un acier de bonne qualité si celui-ci présente des défauts, des cassures, des impuretés, de grosses impuretés. L'analyse ici permet de voir qu'il y a des différences et de voir qu'il y a des anomalies dans le matériau. C'est quelque chose de très fréquemment utilisé. Notons un dernier détail. Si on prend l'idée d'une analyse ondulatoire, chaque diffusion correspond, par un atome, correspond à une onde, un ensemble d'ondes qui interfèrent. L'onde étant donnée typiquement par l'amplitude, qui donne une grandeur et une phase. Et ces ondes interfèrent. Oui, sauf que dans ce cas-là, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'interférence. Mais les ondes, elles sont les mêmes. À la différence que B est peut-être un peu différent, mais à supposer que A soit égal à B, ce qui n'est pas exclu, on obtiendrait les mêmes valeurs ici, les mêmes ondes, et pourtant, dans ce cas-là, il n'y a pas d'interférence. Donc ça montre bien que l'analogie par des ondes classiques
a ses limites. Le comportement est ondulatoire, c'est indéniable, mais il y a des aspects qui sont propres à la mécanique quantique et dont il faut tenir compte. Et c'est pourquoi c'est cette approche qui est la bonne et qui fonctionne. Voilà, nous en avons fini avec les fondements. Maintenant, nous sommes mieux outillés, que nous commençons à voir comment les choses fonctionnent. Nous allons pouvoir entrer plus dans le détail et vraiment construire la mécanique quantique pas à pas. Je vous remercie.